Cette jeune femme est originaire des Vosges, mais elle vit désormais à Paris. Le week-end dernier, elle a profité d'un week-end en famille pour venir essayer plusieurs violons au SLAM, le salon de la lutherie et de l'archéterie de Mirecourt. Merci. Parmi ses critères de sélection, le son, bien sûr, le type de projection qu'un violon peut avoir et surtout l'aisance qu'on a, qui est tout à fait personnelle et subjective. Très physique en fait qu'on a avec l'instrument. C'était la seconde édition de ce salon dans le berceau de la lutherie française, avec une trentaine de luthiers, mais également et pour la première fois quelques fournisseurs. Ce scieur travaille principalement l'épicéa et l'érable. Des arbres dont on prend soin depuis plusieurs centaines d'années parfois, qu'on va débiter. Donc évidemment avec le réchauffement climatique entre autres, c'est des espèces qui peuvent être en danger ou en tout cas mises en difficulté. Le bois dont on parle beaucoup en ce moment, c'est le Pernambouc, bois exotique du Brésil dont le commerce pourrait être très prochainement interdit. Le Pernambouc est très utilisé par les archetiers. Il y a certainement d'autres essences qui sont utilisables, mais il va falloir faire des recherches et des essais. Et ça c'est long et coûteux. Le marché de la lutherie française se porte plutôt bien, notamment grâce aux clients étrangers. Selon ce Mircurcien, les clients français sont en effet de plus en plus rares et ce serait en partie à cause des parents, pas des enfants. Les amener au cours de solfège, les amener au cours de violon, les faire travailler le soir. Et moi je le vois dans mon atelier, des enfants qui devraient faire de la musique et les parents disent non. Tu vas faire du sport, mais pas de la musique, parce que je n'ai pas le temps. L'édition 2023 du SLAM est déjà assurée. Un rendez-vous, pour l'instant, plutôt d'envergure régionale. Grand Est et Bourgogne-Franche-Comté, mais pourquoi pas national l'année prochaine et peut-être international les années d'après. On verra ce que l'avenir nous réserve. Vous avez Musicora par exemple à Paris qui est un salon où il y a beaucoup d'autres, il y a un énorme public déjà de musiciens, d'enfants, d'écoles, de tout ça. Ici c'est vraiment intime, on a le temps d'aller, de venir, de discuter, et puis il n'y a pas trop de bruit en plus, c'est très agréable. Le SLAM de Mirecourt proposait aussi des concerts gratuits dans cette salle à l'étage de l'Espace Flambeau. En parallèle, la semaine dernière était proposée une nouvelle édition des rencontres internationales de musique de Mirecourt avec certains concerts décentralisés comme sur ces images, jeudi à Châtenois. Coup d'accélérateur pour la 31 bis, les prochaines consultations publiques vont démarrer. Les 4 tracés retenus pour le contournement autoroutier de Thionville seront donc présentés aux citoyens et aux associations. Cette concertation va durer jusqu'à début février. Elle se compose de réunions publiques et de rencontres avec le public pour me permettre ensuite de proposer au ministre des Transports le tracé qui sera retenu et qui sera soumis à enquête publique. Chaque tracé comporte son lot d'avantages et d'inconvénients, mais aussi des coûts très variables, allant de 380 à 850 millions d'euros. Et parce que cette autoroute doit traverser des milieux déjà urbanisés, certaines propositions prévoient des tunnels en profondeur ou en surface pour réduire les nuisances. Donc la variante F10 qui utilise le tracé actuel de l'A31 et bifurque plus au sud, juste au sud de Terreville, en créant une nouvelle bretelle et après rejoint l'A31 au niveau de Bétange. Deuxième fuseau, le fuseau F4, qui était également soumis à la concertation en 2018-2019, qui traverse Florange, mais là la traversée est prévue en tunnel profond. 2 autres variantes, avec tunnel, ont vu le jour depuis les consultations de 2018. Il s'agit du tracé F5, aux abords de l'ancienne coquerie de Cérémant-Gerzange. Pour le préfet de la Moselle, l'heure n'est plus à la discussion sur le fondement même du projet. C'est un avis que j'exprime volontiers, cette autoroute est nécessaire. Mais ceux qui voudront, lors de la concertation, exprimer l'avis inverse, le pourront tout à fait. Certains sont plus sensibles à la fluidité de la circulation, d'autres à l'insertion dans l'environnement, d'autres à la possibilité pour les entreprises ou les particuliers d'accéder facilement à l'autoroute. Et d'autres au prix du péage, car il s'agira d'une autoroute payante. L'État français et l'État luxembourgeois n'ont pas prévu de financer le projet. Après validation du tracé, une enquête publique s'étalera jusqu'à début 2024. Il faudra sûrement attendre 2025 pour obtenir la déclaration d'utilité publique. Idem pour trouver le concessionnaire qui devra gérer le tronçon. 3 à 5 ans de travaux sont envisagés, soit une mise en service fin 2030, voire début 2031.
Au-delà de sa fonction d'éclairage, le créateur de ce lustre monumental lui a donné du sens. Constitué de manchons en verre, cette œuvre unique met en lumière la matière première des vitraillistes. Le manchon, pour nous, c'est l'origine du vitrail, c'est l'origine du verre que l'on va chercher en fusion dans une cuve et on va former cette grande bouteille pour ensuite former une feuille de verre. Mais c'est le départ. Si on n'avait pas le manchon, on n'aurait pas de feuille de verre et on n'aurait pas de vitrail. Ce lustre se compose de 24 manchons de 6 kg chacun. Il se situe au centre de l'escalier qui dessert sur 5 étages les différentes salles de la cité de Vitrail. Ce lustre, il a été pensé, conçu pour accompagner l'ascension du visiteur, l'accompagner dans sa visite, puisqu'en fait toutes les salles du parcours débouchent sur cet escalier qui est la colonne vertébrale du bâtiment et du parcours. C'est un lustre parce qu'on l'a placé en tant que tel dans la cage d'escalier en type décoratif, mais il est là en action pédagogique. On fait face à un public qui n'est pas averti. La première question, d'où vient votre matière première ? Je me suis dit que les gens vont rentrer dans le lieu, la cité, et la première chose qu'ils vont rencontrer, c'est justement l'objet qui lui permet de créer la matière. Ces manchons ont été soufflés au sein de la verrerie Saint-Just dans la Loire. D'un coût de 80 000 €, pour Alain Vinhomme, cette création permet de soutenir la filière. Pour le verre à vitrail traditionnel, il y a 2 usines. Une qui se trouve en Allemagne, une qui se trouve en France. Donc c'est à savoir si l'État ou les grosses entreprises qui sont à la tête de ça conservent ce genre de savoir-faire un petit peu spécial. La Cité du Vitrail occupera de façon permanente l'ensemble de l'aile ouest et la chapelle de l'Hôtel Dieu. Pour Alain Vinhomme, son implantation à Troyes a tout son sens. Robert Gallet m'a dit à moi et à mon père, il serait grand temps qu'on réfléchisse à un lieu pour le vitrail. Nous étions en 1977. Je me suis battu pour ça, je me suis battu pour dire mais non, chez nous, on en a autant que les autres, si c'est pas plus. Donc il faut le montrer. Avec des gens qui en font leur vie, qui leur demandent de gros efforts, aussi bien financement que moralement, que au niveau des études, de façon à ce que cet art continue à être un art monumental et un art vivant. C'est aussi avec ce lustre de montrer que l'art du vitrail, s'il a des origines très anciennes, est aussi un art tout à fait contemporain, vivant, avec des artistes, des maîtres verriers qui travaillent toujours le verre et le vitrail aujourd'hui. Situé dans l'entrée, le grand public pourra le découvrir lors de l'ouverture du site le 17 décembre. Pour cette boule de Noël contemporaine, Nicolas Verchève, le designer d'Extra, a procédé à un détournement de fond pour le moins culotté. Inspirée de culots de bouteille, cette boule Extra serait comme une bouteille en verre, passant de la cave au salon pour laisser place à la magie du terroir. L'idée était de faire exister le déjà là, de prendre en considération ce qui était déjà produit par l'industrie et d'opérer un petit déplacement du regard et de l'emmener vers un objet artisanal produit en série. C'est une boule qui tient assez bien en main, que l'on a, je pense, plaisir à manipuler, à regarder sous toutes ses facettes, parce que c'est aussi une boule qui existe de manière différente quand la regarde de face, de profil ou de trois quarts. Et on voulait justement amener cette question de la surprise par le mouvement dans la boule, pouvoir aussi observer différents points de vue de ce même objet. Après le design de cet objet, c'est ensuite un minutieux travail d'équipe qui opère à la verrerie. Cette année, près de 40 000 boules Extra devraient être produites entre les mains des artisans de Meisenthal. Pour le directeur du site, la dernière née de la collection de Noël est un grand cru. On est dans un concept très simple où le designer nous prête un peu ses yeux pour regarder le monde, pour regarder tous ces objets qui sont invisibles parce que omniprésents, dont cette fameuse bouteille en verre qu'on connaît tous, mais qu'on a un peu l'habitude d'observer sous toutes ses coutures. Et là, par un judicieux petit jeu de détournement, de réadaptation, il emprunte à ces bouteilles que l'on connaît tous quelques caractéristiques techniques qu'il transforme en décor. Et je trouve ça tout simplement juste. Vendues au prix de 24 € l'unité, les célèbres boules enregistrent une hausse de 14% depuis l'année dernière en raison de la flambée des prix de l'énergie. Elles seront principalement proposées à la vente sur le site, l'occasion pour les amateurs d'artisanat de découvrir ce lieu historique du pays de Bitche. Nous sommes sur un site verrier qui a été créé en 1704, qui a été fermé en 69. On est sur un territoire qui a vu naître la première boule en 1858 à Götzenbrück, avec l'arrêt de la production en 1964. On est dans un territoire qui s'est battu pour permettre de transmettre ses savoir-faire. Le millésime 2022, aux côtés d'autres savoir-faire de Meisenthal, sera en boutique à compter du 17 novembre.
Pongo, Rosette ou encore Cymbale. De nombreux compagnons à moustache attendent d'être adoptés à l'école du chat. Abandonnés par leur maître ou errant dans la rue, les chats sont pris en charge par l'association pour être stérilisés. Quand tous les soins sont faits, que le chat est apte à aller dans des locaux comme ici, un refuge pour être adopté, ils viennent ici, ils sont stérilisés, vaccinés, etc. S'ils sont sauvages, ils sont relâchés sur leur territoire. Tous les autres, on les garde. C'est pour ça que nous avons 4 refuges et qui sont tout le temps saturés, parce que quand on intervient pour une expulsion ou une personne décédée qui avait par exemple le syndrome de Noé, c'est une accumulation d'animaux. Eh bien, nous sommes obligés de récupérer tous les animaux parce que 3 jours après, l'appartement est fermé. Donc, nous devons absorber ces prises en charge multiples qui nous posent un problème. Ces stérilisations ont un objectif bien précis. D'arrêter la prolifération, parce que c'est aussi le problème majeur. Pour la loi, il n'y a que l'identification qui soit obligatoire. Nous, la stérilisation, c'est pour limiter la prolifération. C'est notre premier objet dans l'association. L'école du chat, ce sont 30 bénévoles qui œuvrent au quotidien dans les 4 refuges de l'Aube, comme Thierry, engagé dans l'aventure depuis 7 ans. Quand on arrive, donc déjà, on leur dit bonjour. C'est un rituel. On arrive, c'est le bonjour déjà à tous les chats. Et ensuite, on va commencer le ménage. Je nettoie toutes les litières, les nettoyer, désinfecter, remplir. Il faut pouvoir donner aussi des soins aux chats. Il y a plusieurs sortes d'amoureux de chats. Moi, je suis plus qu'amoureux, quoi. Ces soins animaliers ont un coût. Pour se financer, l'association peut compter sur les dons. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il faut payer le vétérinaire, il faut payer les charges de nos locaux, et puis tout ce qui est croquettes et litières. Donc, il faut de l'argent. La première recette de nos refuges, ce sont les dons que les gens font. Alors, comme c'est déductible des impôts, nous avons des gens qui donnent, ça leur revient un petit peu de déduction d'impôts, hein. Et puis nos ventes. Tout ce que nous avons à vendre, ce sont des dons. Des livres, de la brocante, des disques, de la vaisselle, des meubles. Et nous vendons au bénéfice des chats. L'association est toujours en demande de bénévoles. Prochaine vente de vêtements les 7 et 8 janvier 2023 à la salle polyvalente de Saint-Julien-les-Villas.